Semaine à vous, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes ravis d'être avec vous. Alors, pour cette semaine, nous partons sur les pics de Sendou pour vous faire découvrir ce site merveilleux-là que vous avez la possibilité de visiter au Burkina Faso. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec El Hadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlons donc de lutte contre la drogue et on parlera avec le secrétariat permanent pour l'élimination donc de la drogue au Burkina Faso. On sera avec nos invités pour parler de lutte contre la drogue. Plus tard, on parlera aussi du projet 1000 nouveaux bacheliers qui vise à sensibiliser sur les orientations universitaires donc de ces bacheliers-là. Ça sera avec nos prochains invités. Alors, ne zappez pas, restez avec nous puisque nous vous proposons de l'information et de la découverte. Et parlant de découverte, nous partons tout de suite et maintenant sur les pics de Sendou pour vous faire découvrir ces pics. Les pics de Sendou, nous y sommes d'ailleurs confortablement installés. Il faut rappeler que c'est un ensemble de rochers en forme de pics. Ces pics représentent d'étonnantes cheminées façonnées par l'érosion. Deux pistes permettent d'ailleurs d'accéder au sommet de ces pics-là. Et il faut dire qu'en observant donc ces pics, vous allez voir la représentation de la vie au quotidien. Donc, vous verrez par exemple une mosquée délimitée par des pierres qui sert de lieu de culte où toute personne peut aller présenter donc des offrandes et formuler des souhaits. Mais ces personnes devraient être donc saines de corps également. Sendou, il faut le rappeler déjà, c'est un village sénoufo, chef-lieu de la province administrative de la Léraba dans l'ouest du Burkina Faso. Cette agglomération est célèbre pour notamment trois principales raisons. D'abord, elle marque l'entrée dans le pays sénoufo. Ensuite, la région de Sendou est une zone de grande production fruitière et du point de vue touristique, bien sûr, on a les fameux pics de Sendou à 1 kilomètre donc des habitations. Ces rochers taillés sur mesure, il faut le rappeler, c'est un phénomène naturel parce que ces pics de Sendou ne portent aucune trace de l'action humaine et pourtant tout porte à croire, à voir notamment les visages et donc les figures qu'on peut observer sur les pics de Sendou. Vous verrez par exemple la représentation ou des images et figures diverses qu'inspirent donc ces rochers. Donc, autrefois, par exemple, ces rochers aussi servaient aux villageois pour se protéger des incursions ennemies. Plus important, le site était également utilisé comme endroit sacré où se faisait l'initiation des jeunes garçons au masque. Si le tourisme rapporte des revenus au village de Sénoufo, il faut rappeler que ce village ne recevait pas une grande masse d'étrangers et demeurait intact. Cela va plus loin. Si les autorités ont pu électrifier donc ce village, cela signifie que la télévision et téléphone portables aussi y sont. Alors, c'est la présence de ces pics de Sendou appelle bien sûr les étrangers, mais également des nationaux qui visitent régulièrement ces pics de Sendou. Parlons de figures qu'on peut observer au niveau donc de ces pics de Sendou. On a des figures humaines, animales, des formes d'outils et d'armes. Vous pouvez voir presque toute forme à observation attentive de ces pics donc de Sendou. Alors, vous verrez aussi à certains niveaux des individus, des groupes d'individus en concertation, des familles, une cour royale et des gardes. Bref, toutes sortes d'imaginaires possibles à l'homme. Alors, tout cela font de ce site du moins, un site touristique attrayant que vous pouvez visiter en vous déplaçant donc à Sendou pour encore découvrir ces pics de Sendou. Ces pics donc de Sendou. Il faut rappeler que les pics de Sendou ont une valeur touristique inestimable. Alors, de nos jours, c'est-à-dire ces dernières années, les visites se font de plus en plus rares. Mais il faut rappeler que les nationaux continuent donc de visiter ces pics de Sendou. Les étrangers, quant à eux, souvent pointent du doigt la situation sécuritaire. Mais vous avez la possibilité encore de visiter ces pics de Sendou-là. Rappelons que c'est un site aussi qui sert de lieux pour des tournages de clips vidéo ou des tournages également de films.
parce qu'il y a certains cinéastes et réalisateurs qui font des demandes pour tourner des séquences de films au niveau des pics donc de Sendou. Allez-y tout simplement, une fois arrivé au sommet, vous allez voir une vue magnifique donc depuis le sommet de ces pics de Sendou là. Donc il faut avoir le courage d'y aller et surtout de monter. Merci beaucoup donc de découvrir avec nous les pics de Sendou cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Merci de votre attention. À présent, nous allons nous informer avec El Hadj Amadé Soro qui est bien installé sur ce plateau. On y va pour la revue. Nous y sommes. Nous partons maintenant pour la revue de presse, bien sûr. Nous sommes avec El Hadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour El Hadj. Bonjour Abzeta. Merci Bonjour d'être à tous. Alors, on débute avec Citoya. Tout à fait. Okay. On commence donc avec Sidoya, le journal de tous les Burkinabés. À la une de Sidoya, les nouvelles du front, plus de 150 terroristes neutralisés dans l'opération de Yamba. Burkina-Venezuela, la coopération bilatérale passée en revue. Éditorial, une diplomatie pragmatique. Vitalité de la diplomatie burkinabé, 10 nouveaux ambassadeurs présentent les lettres de créance au président du Faso. Région de l'Est, environ 60 milliards de francs CFA investis. Sport et culture au Kouritenga, la CEP2 de Pouitenga vainqueur en football. À la suite de Sidoya, nous retrouvons l'observateur Palga à la une de l'Obs, le doyen des quotidiens au Burkina, élection au CSM, abstention record des magistrats, inauguration des routes d'écoles et de centres de santé, Fada brille de 1000 feux. Conférence épiscopale Burkina-Niger, Monseigneur Julien Kaboré nommé nonce apostolique au Ghana. Présidence de la FPF, Lazare Banzé ne libérera pas pourquoi il raccroche les crampons. Chez nous, Armand Wali quitte définitivement la scène politique. Prix lutte anticorruption, un lauréat porté disparu. 64 ans après, Congo, qu'as-tu fait de ton indépendance, s'interroge les journaux. À la suite donc de l'observateur Palga, aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, inauguration d'infrastructures réalisées par le pays DTR à Fada, la cité de Yendabli fait peau neuve. Présidentielle du 29 juillet à Mauritanie, du 29 juin à Mauritanie autant pour moi, après les coups d'État de 78, 84, 2005 et 2008, deuxième scrutin apaisé. Monseigneur Julien Kaboré, nouveau nonce apostolique au Ghana, une fierté pour l'église du Burkina. Vitalité de la diplomatie burkinabé, 10 nouveaux ambassadeurs présentent les lettres de créance au président du Faso. Mise en place du nouveau format du CMS, donc, excusez-moi, les magistrats aux abonnés absents. Il y a eu élection tout de même, débat Biden-Trump, Lady Guerre, mais les pieds dans les plats. Média Adama Bayela enlevé, news du jour. L'ES invité à une force en attente de 5000 hommes. TV5 Monde, la directrice de l'info, Françoise Joly limogée, élection à la FBF, Bansé renonce à un second mandat. Avait-il vraiment les choix? S'interroge également les journaux. Nous poursuivons cette fois-ci avec le pays. À la une du journal Le Pays, élection à la présidence de la FBF. Lazare Bansé n'est pas candidat à sa propre succession. Église catholique, Monseigneur Julien Kaboré, nommé nonce apostolique au Ghana. Transition politique au Burkina, accusé de tentative de déstabilisation, le PDG de Boumaf porte plainte. Appel à la délocalisation de l'ambassade de France au Burkina, des manifestants dispersés par la police. Prix de la lutte anticorruption, Atiana Serge Oulon et Jean-Baptiste Bouda, lauréats dans leurs catégories respectives. Confidence du week-end, vente de terrain, les PDS interpellés. ActuFoot, Algérie, Belmadi dans le viseur d'une sélection du golf. Page triste, Louis Armand Wali n'est plus. Et nous terminons avec le Courrier d'Afrique, à la une donc du journal Le Courrier d'Afrique, Diaspora. Je demande à la jeune génération de travailler
au pays car l'extérieur n'est plus prometteur. Abdul Mouati Ouanbani Mohamed, opérateur économique burkinabé vivant en Arabie Saoudite. Hajj 2024, les acteurs du Hajj ont relevé les défis selon l'ambassadeur Boukari Sawadougo, qui est donc l'ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. Fille de ménage à Ouagadougou, bonheur et calvaire d'un métier à risque. C'était donc la vitrine des différents journaux. Merci de bien. la place pour ce lundi. Merci bien, Elage. On va parler maintenant de la diplomatie donc burkinabé avec l'arrivée des ambassadeurs. Très bien, Abzeta. Il faut donc dire que lorsqu'un pays reçoit de nouveaux ambassadeurs, c'est un indicateur fort de la vitalité de sa diplomatie. Vous savez très bien qu'en géopolitique ou en relations internationales, on a tendance à catégoriser ou à classer les pays, des pays fréquentables, des pays non fréquentables. Le plus souvent, lorsqu'un pays s'assume, prend des décisions souveraines et que ces décisions ne sont pas le plus souvent, ne vont pas dans le sens de certaines grandes puissances, on commence à dire que c'est un pays infréquentable, du moins officiellement, puisque même ces pays-là entretiennent toujours des relations avec les pays qu'ils qualifient donc de pays infréquentables. Donc lorsque le Burkina Faso, après les événements donc, du 30 septembre, même bien avant, avait donc opté pour le changement que certains appellent anticonstitutionnel, alors il y avait certains pays qui avaient naturellement corrompu, pas de façon brute ou pas de façon en tout cas complète avec le Burkina Faso, mais ont ce qu'on appelle en diplomatie dégradé les niveaux de représentation au niveau du Burkina Faso. Donc, et on avait coutume à dire que non, c'est un pays isolé et sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous avons donc la preuve que le plus souvent, ce sont des propos qui sont tenus pour décourager en fait les pays qui s'assument, qui prennent leur destin en main et qui veulent vraiment s'assumer devant l'histoire. Donc, on pourrait donc dire que, parce que le Burkina Faso n'organise pas des élections pour l'instant, on devait peut-être s'attendre à une situation contraire, c'est-à-dire au fait qu'il n'y a pas une certaine vitalité de sa diplomatie, mais c'est le contraire que nous avons pu le remarquer. En une journée, le président du Faso a reçu donc la lettre de créance de 10 nouveaux ambassadeurs, et non des moindres. Il y a bien sûr les États-Unis, le plus souvent qui montent sur le créneau pour dire voilà, tel pays doit organiser des élections, tel pays doit, etc. Et même si on a vu dans le sillage certains pays, notamment qui font des pieds et des mains pour avoir leurs représentants au Burkina Faso, mais pour l'instant, le Burkina n'a pas donné son accord pour cela. Donc, grosso modo, c'est pour donc dire que ce ne sont pas en fait vos choix stratégiques qui peuvent faire fuir les gens, c'est plutôt la clairvoyance de votre vision de la vie, de la manière dont vous allez gérer votre pays. Si vous ne vous respectez pas, il est difficile que les autres là vous respectent. Donc dire que le Burkina Faso n'a pas organisé des élections, par conséquent, c'est un pays isolé, c'est tout à fait faux. Donc la preuve est que, comme je l'ai dit, on sent une certaine vitalité de la diplomatie burkinabé. Chaque fois qu'il y a en tout cas une occasion pour la diplomatie burkinabé de prendre la parole, alors il le fait sans embâche. Et actuellement, avec la nouvelle dynamique au niveau de l'AES, récemment vous avez certainement suivi les interventions bien à propos des ministres des Affaires étrangères de l'AES, notamment le ministre malien Abdoulaye Diop et le ministre burkinabé Jean-Marie Traoré, donc qui ont effectivement démontré encore une fois que la trajectoire qui est prise par les trois pays, et il y avait bien sûr l'ambassadeur du Niger, puisque le ministre nigérien n'a pas pu faire le déplacement donc, de Bruxelles. Les trois délégations de l'AES ont réaffirmé le caractère irrévocable et irréversible donc, de cette marche
que les trois pays ont adopté, à savoir mutualiser les efforts en matière donc, de défense commune, asseoir les bases d'une économie intégrée et également s'ouvrir, bien sûr, à tous les partenariats, si tant est que ces partenariats respectent, bien sûr, la souveraineté et les choix donc, de ces pays. Donc, il faut que nous quittions effectivement de cette posture qui veut que lorsqu'on n'est pas en odeur de sainteté avec certains pays, on est considéré comme un pays isolé. C'est tout à fait faux. La preuve est que le Burkina Faso, comme je l'ai dit, vient donc de recevoir donc des nouveaux ambassadeurs. Et il y avait aussi l'ambassadeur d'Allemagne, si j'ai bonne mémoire. Et donc tout cela, ça montre effectivement que si vous avez un pays, un leadership, et une clairvoyance de votre politique étrangère, de vos relations avec les autres, donc le respect finit par s'imposer. Maintenant, il faut tirer un grand profit de ces relations-là, car au-delà des images, il faut que chaque pays travaille à préserver ses intérêts et les intérêts de ses citoyens. Alors, on parle d'un deuxième sujet aussi qui a fait l'actualité, c'est notamment la marche des Wayyians, enfin la coalition de veille citoyenne appelée communément les Wayyians, qui demandait la délocalisation, on va le dire, ou le déménagement de l'ambassade de France à Ouagadougou. Oui, effectivement, c'est un sujet aussi qui a alimenté naturellement les commentaires la semaine écoulée. Mais bien avant, nous avions même interpellé les manifestants pour dire que l'État burkinabé ne peut pas laisser faire, puisque selon les conventions de Vienne, etc., une enclave diplomatique dans un pays, en réalité, c'est un prolongement du territoire donc, de ce pays en question. Alors donc, on ne pouvait pas effectivement rester le bras croisé face à ce qui pouvait être considéré comme un véritable saccage de l'enclave diplomatique française. Jusqu'à preuve du contraire, les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France ne sont pas rompues. À ce titre, donc l'ambassade a bien sûr le droit d'exister au Burkina Faso pour l'instant, et que maintenant, la question qui a été posée, je pense que finalement, on va trouver un autre canal pour régler ce problème. Parce que autant notre ambassade qui est à Paris doit être protégée par l'État français, autant aussi l'ambassade française au Burkina doit être protégée par l'État burkinabé. Ce sont les conventions internationales qui les stipulent et qui rendent cela obligatoire. Maintenant, il faut aussi prendre en compte la volonté, en tout cas manifestée par les Wayyians. Pour eux, ils craignent donc que cette proximité avec la présidence du Faso ne soit utilisée de façon malveillante par l'ambassade de France pour des visées donc de déstabilisation du pouvoir. Et je pense que les faits souvent leur donnent raison, puisqu'il y a des agents secrets français qui ont été arrêtés au Burkina Faso et qui sont donc toujours en détention. Et pour eux, lorsque également on se fie et on essaie donc de comparer les situations ailleurs, bon, le plus souvent, certaines personnes ou certains analystes considèrent, ce n'est pas tout, certaines ambassades comme des nids des renseignements d'agents secrets, etc., et qui peuvent le plus souvent fomenter des plans de déstabilisation, etc., comme on le voit souvent dans l'actualité, comme on le voit souvent dans certains documentaires. Donc, ils ont raison, bien sûr, d'exprimer leurs craintes, leurs appréhensions par rapport à cela, quitte maintenant à l'État burkinabé de trouver effectivement un consensus, ou du moins un compromis avec parce que je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter. Ça peut être une première vague, mais s'ils sont décidés, ils sont donc décidés. Alors, donc, comme je l'ai dit, il appartient à l'État de trouver en tout cas un moyen plus pacifique pour régler ce problème. D'autant plus que par le passé, l'État avait donc concédé des terrains aux
aux ambassades, aux représentations diplomatiques dans la zone de Ouaradémil. Il y a certains même il y a certains pays qui ont déjà construit leur siège là-bas, leur ambassade. Et finalement, c'est donc la France qui est restée toujours au niveau donc, du centre-ville. Pour eux, ce n'est pas anodin. Donc, c'est à l'État de trouver maintenant un moyen pour concilier les deux positions qui semblent inconciliables. On verra bien. Merci à vous pour ces analyses. Merci. On va ensemble découvrir à présent les couleurs du temps. C'est dans la météo. La journée de lutte contre la drogue est passée, mais c'est important de toujours sensibiliser concernant la consommation de la drogue. Alors, nous sommes aujourd'hui avec l'inspecteur général de police, Emmanuel Kaboré. Il est le secrétaire permanent du comité national de lutte contre la drogue. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est notre plateau. Merci bien. Vous êtes venu accompagné du commissaire principal de police, Jean-Marie Kouraogo, chef du département de la coopération et du partenariat du secrétariat permanent du comité national de lutte contre la drogue. Bonjour, commissaire. Oui, bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci de répondre à notre invitation. C'est comme je l'ai dit, c'est vrai que la journée de lutte contre la drogue est passée, mais c'est important de toujours sensibiliser. D'accord. Voilà. Mais commençons par connaître mieux le secrétariat permanent du comité national de lutte contre la drogue. Présentez-nous ce secrétariat, et disons inspecteur. Merci bien. Alors, effectivement, je voulais d'abord, d'entrer en matière, dire merci à Savane FM qui a bien voulu vraiment nous permettre de toucher les populations, nos parents, nos enfants. En tout cas, merci bien. Et avant tout, la commémoration de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, c'est du 15 juin au 15 juillet. Donc nous sommes toujours dans la commémoration. Ça va très bien. Alors, le secrétariat permanent, c'est une structure interministérielle chargée de coordonner les actions de tous les intervenants dans le domaine de la lutte contre la drogue. C'est interministériel. Voilà. Donc c'est le ministre en charge de la sécurité qui est le parrain carrément. Le président même du comité, c'est le ministre en charge de la sécurité. Le vice-président, c'est le ministre en charge de la santé. Et le deuxième vice-président, c'est le ministre en charge de la justice. Okay. Voilà. Donc nous sommes entre une structure qui coordonne les actions, voilà, de tous les intervenants, voilà, à travers 4 axes. Le premier axe, c'est la prévention. Deuxième, c'est la répression. Voilà, il y a la prise en charge qui est le troisième axe et la réinsertion sociale qui est le quatrième axe. Donc nos actions sont coordonnées. Voilà. Je dis, la lutte est coordonnée à travers ces 4 axes-là. Voilà. Il faut dire que l'objectif de ce secrétariat, c'est vraiment d'éliminer la consommation. Exactement. C'est effectivement lutter pour, même si on n'arrive pas à l'éliminer, qu'on réduise vraiment la circulation de la drogue, l'offre de drogue et la demande de drogue à sa plus petite, en tout cas, partie. C'est notre ambition comme ça. Mais l'objectif final, c'est éradiquer complètement la drogue. Mais nous savons que c'est un phénomène mondial. Voilà, c'est pas facile, mais notre ambition, c'est en tout cas éliminer, diminuer de manière drastique, en tout cas, la consommation de la drogue dans notre pays. Et on parle de drogue, mais qu'est-ce que la drogue véritablement? Alors, effectivement, qu'est-ce que la drogue? Alors, on pourrait définir la drogue comme étant une substance d'origine naturelle ou obtenue par synthèse, fabriquée, qui, lorsque elle est absorbée par un être vivant, modifie une ou plusieurs de ses fonctions. Autrement dit, lorsqu'elle est consommée par un être vivant, ça change le fonctionnement du cerveau et le comportement de la personne qui consomme. Donc voilà ainsi définir la drogue. On peut prendre comme le tabac, l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, etc. Voilà. Mais vous allez nous demander, mais pourquoi il y a certaines drogues quand même qui sont permises? La loi classifie les drogues en 2 catégories. Première catégorie, c'est les drogues dites licites. Deuxième catégorie, les drogues dites illicites. Tous les drogues dites licites, ça veut dire la production, la commercialisation, le transport, c'est autorisé, mais réglementé. Voilà. Prenons l'exemple de l'alcool, c'est autorisé,
Mais c'est réglementé. Les enfants ne doivent pas avoir accès à l'alcool. La cigarette, effectivement, c'est autorisé, mais réglementé. Mais parlant des drogues illicites, là, c'est carrément les drogues vraiment interdites. La production, la consommation, le transport, la détention, c'est interdit. Et là, on a la cocaïne, on a le cannabis, l'héroïne et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà ce qu'on peut définir sur la drogue. Et comme exemple, je ne sais pas, cette nouvelle forme qu'on appelle chicha et tout, là, on classe ça dans quelle catégorie? Ok, merci bien. Alors, la chicha, contrairement à ce que les gens croient, la chicha, c'est une substance qui détruit beaucoup plus que le tabac et les autres drogues. Ça détruit parce que, et avec le dispositif de consommation, alors, ça veut dire il y a le foyer où on met le feu et puis la substance, il y a de l'eau et il y a un tuyau qu'on aspire. En aspirant, alors, c'est brûlé, la fumée passe par l'eau, ça refroidit et ça vient dans les poumons. Là, les poumons ne sachant pas que c'est quelque chose d'interdit. Parce que si vous tirez une cigarette, le fait que la fumée soit chaude, vous allez un peu tousser. Ça veut dire que les poumons rejettent l'air chaud. Mais comme c'est refroidi, ça ouvre vraiment et ça fixe toutes les substances nocives, nicotine, etc. Donc c'est plus dangereux et plus grave que les autres substances. Alors maintenant, les gens ont trouvé moyen de faire sous forme de petites boîtes comme ça et les enfants prennent. C'est toujours la même chose. C'est très dangereux et une fois que tu fais une bouffée de chicha, c'est équivaut à fumer 7 à 8 bâtons de cigarettes. Waouh! C'est très toxique. Mais les enfants, les gens l'ignorent et les enfants en consomment. Les parents sûrement voient, mais ne savent pas que c'est vraiment dangereux. De telle sorte que la consommation est un peu en hausse actuellement. Alors le type de bocal, la mairie avait pris un document pour interdire. Ils ont trouvé un autre système en faisant sous forme de petites boîtes comme ça. Tu vois, c'est joli. Je ne sais pas ce que c'est, mais on peut brancher pour charger. Voilà. Mais c'est tellement dangereux. Même chose que ce que les gens consommaient avant. Heureusement qu'il y a des structures qui luttent contre ce phénomène. Alors, commissaire Kouraogo, pour parler justement donc de lutte contre la drogue au Burkina, comment en fait votre structure est organisée, comment la lutte se passe? Très bien, merci. Monsieur le SP venait de le souligner tout de suite en parlant de la coordination des activités de lutte à travers les 4 axes. Au niveau organisationnel, il faut dire que la lutte contre la drogue au Burkina Faso est organisée en 4 axes. Pour revenir là-dessus, le premier axe, c'est le volet concernant la prévention, qui en fait regroupe des activités essentiellement de communication, de sensibilisation à travers les médias, mais aussi des sensibilisations se déportant sur le terrain, grand public ou dans les différents établissements scolaires. Et cette sensibilisation également concerne également les parents sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le cadre de la protection de leurs enfants contre le fléau de la drogue. Dans ce volet prévention, on peut retrouver le personnel du SPCNLD comme acteur. Et il y a également les acteurs de la société civile, notamment les associations et ONG qui interviennent dans ce domaine pour sensibiliser les populations. Donc le second volet, c'est la répression qui regroupe pratiquement l'ensemble des FDS, voilà, les forces de défense et de sécurité, qui en tout cas au quotidien ne ménagent leurs efforts pour traquer tout ce qui est en tout cas infraction liée à que ce soit la consommation, le trafic, les deals et autres en tout cas infractions liées à la drogue, disons prévues par le code pénal. Donc c'est essentiellement les FDS qui sont chargés de ce volet répression, même si dans le code pénal, il est dit que toute personne qui a connaissance de la commission d'une infraction peut en tout cas
procéder à l'appréhension ou alerter. Ça, c'est une contribution en tout cas qui demande la participation de tout le monde, soit par dénonciation. Et si vous avez la capacité d'interpeller ou d'appréhender, vous pouvez le faire, quitte à ce que vous mettez la personne, disons, interpellée entre les mains des officiers de police judiciaire compétents. Il y a le troisième volet, qu'on peut dire le volet traitement, qui est l'apanage pratiquement des professionnels de la santé. Et dans ce volet, on va retrouver pratiquement les agents de santé, que ce soit le secteur public ou que ce soit le secteur privé, tous ils interviennent dans le volet du traitement. Et le dernier axe, c'est la réinsertion sociale. Également dans ce volet, il y a majoritairement l'action sociale qui intervient pour en tout cas aider les personnes qui sont après le traitement. Bien sûr, il faut nécessairement que la personne puisse être réhabilitée, puisse être réinsérée socialement. Quand on prend par exemple le cas d'un élève qui a décroché pour faire de consommation de drogue, dès que vous aidez la personne à travers la désintoxication, si vous voulez le traitement, et vous arrivez à le récupérer, il va de soi qu'il faille le réintégrer dans la société afin qu'il poursuive ses études. Si c'est un travailleur, peut-être la même chose, ainsi de suite. Sinon, si vous laissez la personne toujours à ne rien faire, le risque que la personne rechute est très élevé. Voilà. Donc, dans ce volet réinsertion sociale aussi, il ne faut pas occulter les ONG et les associations. Il y a certaines ONG également qui évoluent dans la réinsertion sociale. Voici de façon ramassée ce qu'on peut dire en matière d'organisation de la lutte contre la drogue au Burkina Faso. Alors, inspecteur, et parlant de lutte toujours contre la drogue au Burkina, dans son intervention, le commissaire a cité plusieurs acteurs. Exactement. On comprend que la population aussi doit jouer un rôle, y compris vos services, les ONG, les associations, et même les acteurs de la justice aussi qui interviennent. Donc, c'est plusieurs acteurs en même temps pour la même mission. C'est juste. C'est plusieurs acteurs pour la même mission. Et c'est pour cela, effectivement, on a mis le SPCND pour coordonner l'action de tous ces intervenants. Voilà, chacun dans son domaine doit quand même lutter. Voilà. Mais le SPCND s'organise autant que faire se peut. Et pour vraiment réussir, nous sommes en train d'élaborer une stratégie carrément qui va fédérer les actions de tous les intervenants. Alors, c'est une stratégie que nous avons commencé depuis 2023. On a déjà fait le rapport diagnostic. Maintenant, il reste la formulation, voilà, de la stratégie elle-même et bien sûr de son plan d'action. Alors, ça a été vraiment une approche assez holistique où on a pris en charge tous les acteurs pour pouvoir vraiment réfléchir sur ça. Alors, dans cette coordination, nous sommes sûrs qu'avec la stratégie, nous pourrons réussir mieux à coordonner en tout cas cette lutte-là. Et à l'étape actuellement, quel est l'état des lieux de la lutte contre la drogue au Burkina? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ok, alors merci bien. Alors, état des lieux, et nous avons commencé bien sûr à commémorer la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Alors, dans cette commémoration, une série d'activités en tout cas est en train d'être déroulée, parmi lesquelles on a eu une conférence de presse qui s'est passée le 26, suivie d'une incinération. À l'occasion, nous avons communiqué en tout cas l'importance de la lutte actuellement au niveau de la prévention, comme il a dit, bien cité. Alors, nous avons, avec le SPCND et les acteurs de la société civile, nous avons pu toucher plus de 108 000 personnes que nous avons pu toucher. Voilà. Mais avec les médias comme vous qui nous accompagnez, nous avons pu toucher des millions, en tout cas, dans cette prévention. Alors, au niveau de la répression, alors, nous avons les services de répression. Nous profitons vraiment de votre antenne pour les féliciter, les encourager. Ils ont pu saisir jusqu'à 318 tonnes de drogue, toutes drogues confondues. 318 tonnes. Donc, en tout cas, ça dépasse l'an passé où on était à 240 tonnes. Donc, cette année, c'est allé à 318 tonnes qu'on a pu saisir cette année. Alors, au niveau de la prise en charge, et on a pu quand même traiter 2000
215 personnes, les services de santé. Mais ça, c'est les statistiques de la santé et des ONG réunies. Au niveau de la réinsertion sociale, alors on a pu réinsérer 75 personnes. Mais là, ce sont les données de l'action sociale et du REMA Burkina. Donc voilà, grosso modo, ce que nous pouvons dire des résultats que nous avons pu engranger dans cette lutte. Voilà. Les résultats. On reste aussi sur la lutte. Je voudrais avoir un éclaircissement. Est-ce que la douane fait partie de vos structures? Ah oui, et la douane est en première position même dans la lutte pour les saisies. Voilà, donc si on fait les statistiques, la douane a toujours saisi des quantités importantes. Alors pour l'incinération que nous avons organisée tout à l'heure, tout de suite, et le 26, alors, on a pu récupérer au niveau de la douane plus de 40 et quelques tonnes de drogue que nous avons pu vraiment incinérer. Donc il y a la douane, il y a la police nationale, la gendarmerie nationale, les eaux et forêts et les GSP, la garde de sécurité pénitentiaire. Voilà, toutes ces structures luttent contre et saisissent. Et là, et à chaque fois que le processus de la justice prend fin, voilà, nous prenons pour incinérer. Voilà, et c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On reste sur notamment la commémoration de ce temps de lutte contre la drogue. Il y a eu des activités passées. Est-ce qu'il y en a encore des activités à venir, commissaire? Oui, c'est très exact. En rappel, la commémoration, la période impartie pour la commémoration de la 37e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue en cette année 2024 se déroule en tout cas du 15 juin au 15 juillet. Un mois, Pratiquement un mois pour organiser des activités en tout cas d'éducation, de communication, de sensibilisation, des activités d'information également, comme ce qui s'est passé le 26 dernier. Maintenant, à l'heure actuelle où nous en sommes, on poursuit les activités, mais les activités restantes sont notamment des activités de communication. Essentiellement, ce sont des activités de communication qu'on est en train de mener, parce qu'en notre sein, tout comme la vision au niveau international, pour combattre le fléau de la drogue, il faut beaucoup plus se penser sur la prévention. La prévention est en première ligne quand il y a lieu de lutter efficacement contre le fléau de la drogue, et c'est pour ça que vous verrez qu'au niveau des activités programmées, il y a beaucoup plus d'activités de communication pour sensibiliser, toucher pratiquement la population par tous les moyens, que ce soit à travers la radio, que ce soit à travers la télé, que ce soit à travers, en tout cas, d'autres activités. On fait de notre mieux pour que l'ensemble de la population, pour dire en tout cas la majorité, soit touchée par des activités de communication. Parce que cela a l'avantage que de réduire l'ignorance. Cela a l'avantage de renforcer la prise de conscience au sein de la population, et cela a l'avantage également que l'ensemble de la population puisse véritablement s'intéresser davantage à la question et s'engager beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est naturellement ça qui nous permettra de donner un coup de pouce assez sérieux à la lutte contre le fléau de la drogue. Pourquoi pas l'éradiquer si on ne peut pas, de réduire de façon drastique, en tout cas, l'offre et la demande de drogue dans notre pays. On espère bien. Alors, je propose, inspecteur, qu'on revienne sur notamment la situation des élèves, les scolaires et puis les étudiants, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le monde étudiantin et scolaire où la drogue circule le plus. Ça touche beaucoup donc cette couche de la société-là. Qu'est-ce qui explique ce phénomène qui va grandissant? Ok, alors je vous dis merci. Effectivement, nous avons touché la mesure vraiment des choses en accent vraiment tous nos efforts plutôt au niveau de la jeunesse. Donc ça, c'est les scolaires et les universitaires. Alors, pour la commémoration de cette journée, nous avons choisi comme thème la problématique de la prise en charge des troubles liés à la consommation des drogues. Et là, nous avons organisé une conférence publique
Et notre public cible, c'était les étudiants. Nous sommes allés à l'université. Nous avons, avec le professeur Aruna, voilà, qui a vraiment décortiqué ce que c'est que, en tout cas, le problème de la prise en charge avec les étudiants. Alors, au niveau des scolaires, tous nos efforts, effectivement, sont allés dans ce côté. Alors, nous avons des campagnes de sensibilisation et à chaque fois que nous partons pour la sensibilisation, nous allons dans les écoles et là, nous partons en groupe, en nombre élevé et nous prenons les classes. Comme les professeurs, nous rentrons dans chaque classe avec les élèves, nous communiquons pendant 1 heure, 1h30 et là, ça passe vraiment bien parce qu'à chaque fois que nous voulons partir, les élèves sont tellement intéressés avec des questions et on a du mal vraiment à nous retirer. Donc nous savons que cette pratique est vraiment plus productive au niveau des élèves. Au niveau des étudiants, il y a les associations étudiantines qui sont en train d'être organisées et que nous accompagnons également. Nous n'avons pas encore commencé nous-mêmes les actions de sensibilisation au niveau des universités, mais ce n'est que à partir de mai, nous sommes sûrs que nous sommes en train de développer aussi des stratégies pour toucher cette population. Sinon, nous savons qu'avec des études, on n'a pas une grande étude d'envergure, c'est vrai, mais il y a eu des personnes qui ont soutenu des thèses où ils ont fait des études, des analyses, et nous voyons que la tranche jeune est beaucoup plus touchée. Donc, si bien que nous axons effectivement nos efforts pour les faire enlever l'ignorance, comme il a dit mon partenaire. C'est l'ignorance qui fait que les élèves, les étudiants, s'adonnent vraiment à cette consommation. S'ils savent les méfaits de ces substances, je suis sûr qu'ils ne vont pas du tout aller. Alors, inspecteur, il me semble que vos actions au milieu scolaire ou étudiantin sont plus de sensibiliser. Est-ce qu'il faut s'arrêter à là? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment grave. Et que ce soit des enquêtes donc, de journalistes, que ce soit donc, des enquêtes des ONG, des structures associatives et tout, on remarque qu'aujourd'hui, la jeunesse, surtout en milieu scolaire, s'adonne à ce phénomène-là. Est-ce qu'il faut s'arrêter toujours à la sensibilisation ou est-ce qu'il faut dénicher ces grains de consommateurs de drogue-là au niveau de ces établissements? D'accord, ok, merci bien. Alors, nous pensons qu'il faut d'abord sensibiliser, mais nous ne nous attendons pas seulement à la sensibilisation. Il y a la répression. Bien sûr, les forces de défense et de sécurité, comme j'étais un peu plus haut, et ils procèdent à la répression. Dans les saisies, dans la lutte, il y a certains élèves quand même qu'on arrête pour faire de consommation et nous les amenons en tout cas à se soigner et à traiter. Donc, notre lutte, ça ne se limite vraiment pas à la sensibilisation. Et comme je vous le disais, avec la stratégie, nous sommes en collaboration avec les spécialistes de la santé, les spécialistes de l'éducation et de l'enseignement, et nous allons trouver des mesures idoines pour pouvoir vraiment aller plus dans ce domaine-là. Parce que nous voyons que le problème est là-bas. Et nous allons axer tous nos efforts, comme je l'ai dit, après la stratégie, pour aller, en tout cas, pour arrêter de manière drastique, en tout cas, la consommation de drogue dans ce milieu également. Alors, commissaire Kouraougou, c'est vrai qu'il y a le milieu scolaire, étudiantin, qui regroupe une partie donc, de la jeunesse, mais il y a aussi les autres jeunes, qui sont des travailleurs, des barasseurs, comme on le dit souvent, des grouilleurs, comme on le dit, mais qui prennent aussi donc, ces drogues-là donc, au quotidien. Et l'autre phénomène aussi, c'est que c'est vrai que la mairie a pris la mesure donc d'interdire la consommation de la chicha. Et la drogue, c'est interdit de toute façon. Mais on remarque qu'il y a souvent aussi des boutiques camouflées comme ça qui continuent à permettre à ces jeunes-là aussi d'avoir ces stupéfiants-là donc à porter. Comment vous vous organisez concrètement? Est-ce qu'il y a des descentes souvent sur le terrain, même s'il n'y a pas eu peut-être des alertes? Est-ce que vous faites des opérations comme ça souvent? Très bien, la préoccupation est réelle. Il faut dire que le volet de la répression, comme on l'avait souligné si haut, du ressort des forces de défense et de sécurité, qu'on peut citer entre autres la police, la douane, la gendarmerie et bien d'autres forces. Il y a des opérations qui sont organisées. Il y a des opérations qui sont organisées par ces services, notamment la cellule des stupéfiants de la gendarmerie, il y a la cellule l'UAD, qui est l'unité antidrogue de la police. Et au-delà de ça, il y a les unités au niveau de la douane et d'autres corps
qui mènent des activités sur le terrain. Je me rappelle en tout cas quand j'étais toujours dans les services de sécurité publique, on ne manque pas de descendre parfois sur le terrain pour interpeller. Et généralement même à travers entre griffes, voilà, ceux qui s'adonnent en tout cas au racolage sur la VP, parfois les dealers de drogue se trouvent avec eux et on procède en tout cas à des opérations d'interpellation. Mais il faut dire que c'est l'occasion de saluer en tout cas les efforts consentis par les différents FDS, mais il faut reconnaître qu'ils font de leur mieux, sauf que actuellement il y a un certain nombre de difficultés auxquelles ils font face, notamment l'insuffisance des ressources matérielles, l'insuffisance des ressources humaines, si bien que parfois c'est difficile qu'ils puissent à tout moment descendre sur le terrain et puis procéder à des interpellations. Il y a un autre aspect aussi qui limite parfois l'action de ces FDS. Le volet santé de ces consommateurs. Les dealers, ce sont des gens qui sont en quête d'argent. Ils font ce travail. Vendent, c'est eux qu'on appelle dealers. Ils le font pour avoir de l'argent. La souffrance de la population, les maux que peuvent contracter les consommateurs, ce n'est pas leur problème, c'est le dernier de leurs soucis. Mais les consommateurs pris intrinsèquement, parfois sont des gens qui sont malades. Voilà, parce que la consommation de certaines drogues affecte le cerveau, ça affecte les poumons, ça affecte un certain nombre d'organes, si bien que l'organisme de certains consommateurs est très affaibli. Au cours de la garde à vue, si vous n'y prêtez garde, le problème peut se retourner contre. En tout cas, on peut se retrouver avec des situations où véritablement, voilà, situation de désolation. Donc, il faut parfois aussi peser le pour et le contre dans la traque de ces gens pour véritablement faire la part des choses, enrichir votre enquête, aller au plus profond pour dénicher les vrais trafiquants. Et quant aux consommateurs, je crois que actuellement, avec la loi qu'on a, même si on n'a pas un texte qui nous permet d'appliquer de façon efficace l'injonction thérapeutique, au moins c'est prévu déjà par la loi. L'injonction thérapeutique entre griffes, c'est la possibilité qui est donnée à un juge qui, au lieu de condamner un consommateur de drogue à aller faire la prison, il privilégie qu'on l'amène dans un centre de traitement pour qu'il puisse vaut mieux le soigner. Voilà, donc il y a ces deux catégories de personnes. Voilà, qui voulaient faire relever ça. Sinon, bon, ils sont, en tout cas, ils bossent, mais comme je venais de le souligner, il y a un certain nombre de facteurs aussi qui limitent leurs actions. D'accord. On voit, pendant que ça passe, on voit des images. Pendant qu'on parle justement, on voit des images donc, de vos saisies, je crois, qui passent à l'antenne. Alors, commissaire Kourago a parlé des difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez, que vous pouvez ajouter dans l'exercice de votre travail? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Effectivement, il a déjà parlé des difficultés, en tout cas d'ordre financier, des ressources qui manquent à tous les niveaux. Alors, il y a des difficultés aussi de coordination. Je dis ça pourquoi? Alors, pour le moment, chaque acteur, comme je l'ai dit, il travaille, mais un peu dans un domaine bien précis. Alors, surtout au niveau de la prise en charge. Alors, donc, nous sommes en train, avec le thème, bien sûr, que nous avons développé, de voir comment trouver un processus un processus de traitement. Parce que pour que la personne puisse se retrouver, il ne suffit pas seulement d'injecter des médicaments. Non, il y a des médicaments qu'il faut lui donner, mais il y a aussi des actions psychologiques, etc., qu'il faut opérer. Alors, donc, les difficultés est qu'on n'a pas d'abord un centre intégré de prise en charge. Alors, donc, notre ambition également, c'est créer un centre intégré, de telle sorte que si la personne rentre, qu'elle puisse aller sortir guérie. Donc pour le moment, la prise en charge c'est un peu parcellaire. Voilà, on peut le soigner juste psychologiquement, ou bien on lui donne des produits pour en tout cas soigner les méfaits, mais c'est pas totalement qu'il est guéri. Donc la grande difficulté
et qu'on ait un centre intégré de prise en charge. En plus, bien sûr, des moyens que nous voulons vraiment pour les forces de défense et de sécurité dans leur lutte. Nous voulons également des ressources pour la sensibilisation, parce que nous avons des organisations de la société civile qui s'organisent et qui nous accompagnent dans la prévention. Mais nous n'avons pas assez de ressources pour les permettre d'aller vraiment au four et au moulin pour vraiment faire sortir ceux qui sont là. Donc la difficulté, c'est encore des ressources pour organiser les organisations de la société civile. Et ce qui est encore plus grand que nous demandons également, on n'a pas une motivation pour les gens qui font la répression. Alors, puisque si vous arrêtez un dealer, comme le dit entre guillemets, alors il peut proposer des sommes importantes pour pouvoir se soustraire. Mais il faut qu'ils aient vraiment de la force pour résister et saisir le dealer avec le produit et envoyer en justice. Donc vous voyez, s'il n'y a pas de motivation, à un moment donné, bon, on peut vraiment s'adonner à des pratiques qui ne sont pas du tout correctes. Donc nous voulons effectivement une motivation également pour ces agents de répression qui sont au contact avec des dealers et qui avec peuvent des risques. Avec des risques, bien sûr. Suppose, C'est ça, avec des risques, effectivement. Parce que Donc, si vous arrêtez un dealer... Exactement. Il se peut qu'il puisse vraiment vouloir se défendre autrement. Voilà. Et il y a ces risques-là également. Donc voilà les difficultés que nous avons, en tout cas par rapport à cette lutte-là. On reste sur la drogue toujours. Commissaire Korago, au Burkina Faso, quelles sont les drogues les plus consommées? Oui, très bien. Comme on le notait si haut, c'est vrai qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a pas une étude d'envergure nationale qui nous permette d'avoir une idée assez holistique de la consommation de la drogue, c'est-à-dire en prenant toutes les couches socio-professionnelles et les différentes tranches d'âge. Mais néanmoins, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, soit par le CAPES, soit par l'INSD ou par des groupes de chercheurs et qui nous permettent d'avoir en tout cas un certain nombre de données. Quand on prend l'étude qui a été menée sur la consommation des drogues en milieu scolaire à Ouagadougou, ça a été mené par des spécialistes et des chercheurs en matière de drogue. Cette étude révèle que dans le milieu jeune, les drogues les plus consommées, c'est pratiquement en matière de drogues illicites. Les drogues illicites, il y a le cannabis qui vient en première position, il y a la cocaïne, il y a même l'héroïne, et il y a également les drogues détournées, notamment les drogues détournées comme les cols et les dissolutions. La dissolution, parce qu'à l'origine la dissolution a été fabriquée pour coller les chambres à air et non pas destinée à la consommation. Donc quand on l'utilise pour la consommation, nous on appelle ça usage détourné. Donc il y a les dissolutions qui... Aujourd'hui on a des comprimés... Exactement. Les médicaments de la rue font également partie des drogues consommées. Parce qu'il y a des médicaments qui sont vendus en pharmacie qui sont illicites. Mais dès que ce sont des médicaments qui se retrouvent dans la rue, exposés au soleil, aux intempéries et toutes sortes de je ne sais quoi, du coup, ils tombent dans la catégorie des drogues dites illicites. Parce que depuis la fabrication jusqu'à la commercialisation, il y a un processus qui doit être suivi depuis le niveau international jusqu'à l'entrée. Au Burkina, ici, c'est l'ANRP qui s'occupe des questions de marché en ce qui concerne ces médicaments. Mais, donc, si vous ne suivez pas la procédure normale, il va de soi que le produit ne soit pas accepté. En ce moment, on parle de produits illicites. Et dans la catégorie des produits licites, il y a les tabacs, les alcools qui sont très consommés par la population burkinabé. Comme contrôlés quand même, comme l'inspecteur... Oui, mais ça c'est au sens de la loi. Au sens de la loi dit quoi? Que l'alcool, les tabacs, la cola, le thé et autres là sont des drogues dites licites. Parce que on admet que la commercialisation, le transport, l'importation, la consommation sont autorisés, mais
il faut, nous on dit, le mieux, c'est de s'abstenir. À défaut, consommer avec la plus grande modération. Plus grande. Voilà. Merci, commissaire. Oh là là, on est en train de me signaler que le temps est terminé alors que nos échanges sont tellement intéressants. On va devoir s'arrêter ici. Certainement, on aura d'autres occasions parce que, voilà, il faut continuer à sensibiliser. Quel sera votre mot de fin, inspecteur? Ok, alors, merci bien. Alors, mon mot de fin, c'est par rapport, en tout cas, à cette sensibilisation contre ces méfaits. Alors, mon mot de fin, c'est dire aux parents de faire très attention dans la surveillance de leurs enfants. Effectivement, l'enfant sort tout calme et bien à la maison, mais une fois dans la rue, il change de comportement et beaucoup de choses peuvent arriver. Il faut que le parent s'intéresse beaucoup à l'enfant, surtout son univers de vie. Alors, sinon, il faut vraiment arrêter ça à temps, sinon ça peut vraiment prendre une tournure qu'il ne pourra plus arrêter. Donc, il faut que déjà, s'il y a des signes d'alerte, qu'il puisse déjà arrêter. Les signes d'alerte, c'est quoi? L'enfant sort, il est vraiment lucide, mais une fois qu'il rentre, il peut avoir des yeux rouges, etc., ou des comportements qui changent. Ou il est nerveux. Il est nerveux. Donc, il faut que les parents déjà sachent que ce n'est pas pour rien. Il n'a qu'à regarder, ce n'est pas forcément la drogue, mais s'il regarde de plus près, il peut trouver que l'enfant est en train de débuter. Donc, mon mot de fin, c'est que les parents puissent bien s'occuper de leurs enfants et visiter leur univers de vie et essayer de regarder également leur fréquentation. Parce que c'est la fréquentation qui les amène vraiment dans des dérives plus importantes. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, commissaire. Je rappelle que nous étions avec l'inspecteur général de police Emmanuel Kaboré, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Nous étions également avec le commissaire principal de police Jean-Marie Kouraogo, qui est le chef du département de la coopération et du partenariat du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et bien sûr, nous poursuivons avec l'aventure d'aujourd'hui. On parle du projet 1000 nouveaux bacheliers avec nos invités qui sont donc Charlemagne Bilgo, entrepreneur. Il faut rappeler qu'il est le président de l'association Les Merveilles du Faso. Et c'est cette association qui pilote le projet 1000 nouveaux bacheliers. On va vous rappeler de quoi il s'agit tout à l'heure. Bonjour Bilgo. Bonjour. Bienvenue. Merci bien. Toujours avec Dr Dieudonné Tibiri, qui est ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci madame. Aujourd'hui, vous avez ramené une bonne nouvelle pour les bacheliers. Oui. Certains ont connu leur sort, ils sont tranquilles dans leur coin parce qu'ils ont décroché le bac. D'autres doivent attendre d'abord. C'est ça. Ouais. Quel serait votre message à leur endroit? Mon message d'abord pour ceux qui vont au second tour, je leur dis bonne chance, beaucoup de courage. C'est ceux qui sont déjà là-dedans, mais qui continuent. Ceux pour qui ça n'a pas marché, c'est de savoir qu'il ne faut pas baisser le bras. Il faut identifier ce qui n'a pas marché en récupérant sa colonne de pouvoir et se préparer progressivement pour l'année prochaine. Maintenant, ceux qui ont triomphé, c'est ceux qui nous intéressent cette année. À eux, nous leur disons félicitations et beaucoup de bonnes choses à venir pour la suite. D'accord. Alors, Bilgo, justement, ceux qui ont triomphé, vous avez une bonne nouvelle pour bien sûr. Alors, à l'endroit de ceux qui ont triomphé, déjà félicitations. Bravo, vous avez franchi le pas. Et la bonne nouvelle, c'est bien sûr le projet 1000 nouveaux bacheliers et le guide du nouveau bachelier. Commençons par le projet 1000 nouveaux bacheliers, qui est d'ailleurs à sa 4e édition et qui entend aider ces personnes-là à répondre à 3 questions principalement. Comment choisir ma filière à l'université? Parce que actuellement, c'est important, c'est la question la plus importante, je dirais même, que les bacheliers, les nouveaux bacheliers doivent se poser parce que après la joie, après l'extase, après la satisfaction pour l'admission au baccalauréat, il y a également la suite. Qu'est-ce que je vais faire à l'université? Quelle filière est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais écouter, je vais prendre une filière juste parce que c'est le nom de la filière est beau, ou encore est-ce que je vais prendre une filière qui correspond à ma personnalité, mes ambitions, les débouchés? Comment réussir à l'université? Comment arriver à me conformer au nouveau système universitaire qui est d'ailleurs différent de ce qui se passe habituellement au lycée? Et également, lorsque je vais arriver à l'université, est-ce que je vais pouvoir obtenir et développer un petit commerce ou encore un business qui puisse me permettre de me faire quelques revenus
qui pourront aussi m'aider à prendre en charge certaines de mes propres dépenses et peut-être progressivement m'autonomiser et puis aider un peu à décharger aussi les dépenses de la famille. Donc, c'est un panel qui aura lieu le 17 juillet au Sénasa où nous allons capitaliser toutes les réponses à ces questions-là pour assurer une très bonne continuité à ces nouveaux bacheliers parce qu'ils le méritent. D'accord. Je propose qu'on donne la parole à Docteur pour parler maintenant du guide parce que Bilgo a expliqué le projet nouveau bachelier. On va vous donner les conditions pour participer tout à l'heure. Mais là, Docteur Tibiri, vous avez capitalisé en fait tout ça ou tout ce qui sera dit dans un guide. Je sais que vous êtes pour beaucoup concernant donc la rédaction de ce guide-là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide? Ok, déjà ce guide on l'a mis en place parce qu'on s'est rendu compte quand on échangeait avec les étudiants, les futurs étudiants, donc les nouveaux bacheliers. Après, il y a l'hésitation, il y a les doutes. Souvent, ils viennent, ils ont des choix, les parents aussi ont des choix. Et dans les échanges, s'il n'a pas retenu grand-chose ou il n'a pas réellement pris note, il est un peu confus. Donc, il nous contacte et recontacte. Donc, on a décidé cette année de mettre un guide en place. Et le guide, là, vous explique chaque élément. L'orientation, c'est quoi déjà, comment est-ce qu'on peut choisir sa filière en fonction de son profil, de son type d'identité. Chaque point est détaillé. Ensuite, les filières qui correspondent à votre profil et à votre série de baccalauréat, celui que vous avez obtenu. Les différentes universités, celles publiques gérées par l'État, les centres universitaires, les centres de formation de l'État et les universités privées reconnues par le CAMES. Également, à la suite de ça aussi, les différentes bourses d'études sont évoquées. La bourse nationale, qui peut prétendre? La bourse intermédiaire, qu'est-ce que c'est? Le FONER, il est pour qui? Est destiné à qui? Qui peut? Quelle est la partie qui est aide et quelle est la partie qui est remboursable? Également, à la suite de ça, nous parlons aussi du système LMD. Mais au niveau des bourses, au-delà du FONER, on présente aussi les bourses internationales, les bourses de coopération et les bourses pour différents profils qu'ils peuvent avoir. Et où est-ce qu'ils peuvent aussi se rendre? Et enfin, le système LMD, c'est quoi concrètement? Parce que c'est en cela qu'ils vont savoir si j'ai pu valider ou pas. Quand on dit premier semestre, second semestre, ça fonctionne comment? Donc, pour ne pas faire long le jour, on a résumé le tout dans un document. Et c'est ce document que nous avons appelé le guide du nouveau bachelier. Là, il a celui. À chaque fois qu'il a une petite hésitation, un doute, il regarde. Et ce qui est merveilleux, c'est que les parents également vont avoir accès. Parce que souvent, dans le choix de filière, il y a un peu conflit. Papa veut ça, maman veut ça, et puis l'enfant même veut autre chose. Donc, ils vont regarder, et en fonction de ce profil-là, ils pourront faire leur choix, pouvoir guider l'enfant et lui permettre d'avancer. Donc, ce guide est mis en place afin de les aider, de sorte que tous ceux qui viendront, qu'ils puissent se procurer ce guide et pouvoir suivre en même temps que nous. Et quand ils auront des complications, qu'ils puissent nous contacter en retour afin qu'on puisse les aider et faciliter leur choix. Ça veut dire que c'est un guide disponible pour ceux qui vont participer au panel, même pour ceux qui ne pourront pas participer. Pour ceux qui sont absents, ils peuvent demander à leurs camarades de le récupérer pour eux, de s'en procurer, tout comme ceux aussi qui ne sont pas à Ouagadougou ou qui ne pourront pas venir à temps pour l'événement. Donc, on a essayé de faire plusieurs exemplaires et mettre à disposition pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, Bilgo, on revient au panel qui ne se passe pas qu'à Ouagadougou. Mais donc, on va donner quand même le programme des panels. Alors, déjà, le 6 juillet prochain, nous serons à Coupella pour parler du même contenu qui vient d'être exposé. Le 9 juillet, nous serons à Pau, à la salle des fêtes de la mairie pour parler encore du même contenu. Et le 17 juillet, nous serons au Sénasa à Ouagadougou pour parler bien sûr du même contenu. Et tout commence bien sûr à 7h30. À 7h30. Oui. Maintenant, il faut rappeler comment on participe justement à ce panel. Alors, pour participer, il y a déjà un numéro que nous avons mis en place parce que l'accès, il est conditionné par la détention d'une carte d'invitation personnalisée. Personnalisée. Oui, personnalisée. Mais gratuite. Mais gratuite, bien sûr. Tout ce que nous faisons dans le cadre du projet, bien sûr, est gratuit et accessible pour accompagner, pour apporter également notre contribution. Donc, le numéro, c'est le 07 47 47 36. Il suffit juste d'envoyer un message contenant le nom, le prénom du candidat et du nouveau bachelier ou encore du parent de nouveau bachelier, parce que ce n'est pas que les nouveaux bacheliers qui sont concernés, les parents de nouveaux bacheliers peuvent également y prendre part. Ils envoient leur nom et prénom et ça permet bien sûr que nous puissions envoyer la carte d'invitation en leur nom. Dans un délai maximal de 48 heures, ils reçoivent la carte d'invitation en leur nom. Il y a un lien également qui est disponible sur les pages Facebook de l'association. Il y a également la page Facebook Ils m'ont dit Koulana et
pour l'association, c'est les merveilles du Faso-6 association. Ok. Voilà, s'ils vont là-bas, ils vont voir le lien où ils cliquent seulement. Là, ça évite de devoir enregistrer un numéro et tout. Ils cliquent sur le lien, automatiquement, ils ajoutent juste leur nom et prénom. Ils obtiendront la carte d'invitation. D'accord. Ouais. On a un exemplaire de la carte d'invitation affichée. Exactement. Il y a le logo de l'association, le nom Voilà. du projet, bien sûr. Et voilà, vous avez le nom de l'invité. Exactement. Et j'ai l'honneur de vous convier au panel spécial de la 4e édition 1000 nouveaux bacheliers. Ok, donc vous aurez une carte d'invitation type comme ça. Ça veut dire que vous pouvez le recevoir sur votre mail et puis Exactement. après vous Oui, scannez oui, pour... oui, oui. Ok. Et il Super. faut pas la perdre. Faut pas perdre cette carte-là. Exactement. La dernière fois, vous me disiez que vous êtes en train de dépasser les 1000. Hein? Oui, effectivement, parce que comme je le disais encore la dernière fois, pour atteindre les étoiles, il faut viser souvent la Lune. Comme ça, à défaut, on se retrouve au niveau des étoiles. Donc, comme il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver, et quand même après 4 éditions, on a de quoi quand même prendre beaucoup de prédispositions Oui. pour pouvoir apporter. Donc, on a dépassé légèrement, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un viendra et qu'il va manquer de la place. Non, Ouais. ce sera au nombre de places exactes, parce que dans nos prévisions, tout est vraiment orchestré de telle sorte à ce que quelqu'un ne vienne pas s'arrêter, les places ne vont pas manquer. Alors, docteur Tiberi, on voit à l'antenne que vous avez, vous étiez en train d'échanger et puis la salle était en liesse. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire à ses participants? Oui, C'était la ça- 3e édition. Ça, c'est la 3e édition. Ah, L'année Coupé là. dernière, ça, c'est à couper là. À couper là, Oui, oui, ça, ok. ça a coupé là. Effectivement, c'était à la fin la satisfaction du public. Parce que lorsqu'on termine, on leur demande même de juger, d'évaluer le panel, d'évaluer ce qui s'est passé. Et dans l'évaluation, il y a cette manifestation de joie et autres qui le font. Voilà. Donc, c'est un plaisir pour nous de partager ces moments avec ces jeunes parce que quand tu aimes ton prochain, tu œuvres à ce qu'il ait la bonne voie. Et nous qui sommes parents, qui sommes pères de famille, nous voulons aussi que d'autres puissent s'occuper de nos enfants, tout comme nous aussi nous nous occupons des autres pour les canaliser. Parce que l'avenir, la jeunesse burkinabé a de l'avenir. Mais souvent, c'est dans l'orientation, dans la conduite qu'on ne s'y prend pas bien ou qu'on manque de certains détails. Et puis bon, après, il y a des problèmes. Sinon, dans l'ensemble, tout ira bien. D'accord. Donc, le rendez-vous est donné à la Oui. jeunesse, aux nouveaux bacheliers surtout. C'est ça, au niveau bachelier et parents Les de parents. nouveaux bacheliers. Ok. Parce que faut qu'ils viennent suivre ensemble pour qu'ils puissent de concert faire leur choix, que ce soit le tuteur ou bien l'aîné, qui viennent, parce que souvent le jeune peut être incompris ou la fille peut être incomprise. Mais en fonction, elle est venue, elle a découvert son profil, elle peut faire son choix. Mais les parents ont un autre choix. Mais au moins, si le parent suit, il peut dire, je te comprends, tu peux y aller dans ce D'accord. domaine. Donc, Voilà. le 17G pour Ouagadougou, donc c'est le Exactement. 17G Au Sénasa. 7h30. 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 Ok. Oui. Et on aura le guide sur place? Oui, le guide sera là sur place. Une petite précision Ok. par rapport à l'année dernière. Je pense qu'à 7h45, la salle était déjà pleine. Ah, C'était 7h30 même. Oui, oui, c'était déjà plein. Voilà. Donc, Parce que- venez tôt. Voilà, pour venez avoir Venez votre tôt et place. venez avec vos cartes d'invitation. C'est ce qui Exactement. permet de mieux contrôler, Voilà. réguler, Et faciliter. il y a les eu choses. beaucoup d'améliorations même dans l'organisation qui feront que ceux qui viendront tôt pourront bénéficier davantage de Super, choses, de je vois. surprises. Je vois, Peter. On verra. Vous aurez de la surprise. Merci bien. Et on a le guide à 2000 francs. Oui, Oui. le guide à 2000 2000 francs, francs, juste un d'accord. prix symbolique pour les aider, que chacun puisse déjà en parler aux parents. Le temps est fini, évidemment. Oh oui, mais cette précision est importante. Même s'il pleut, nous sommes là. Ah, s'il Voilà. pleut, même s'il Même s'il pleut, pleut, ils nous sont sommes là. là. Oui, puisque Donc, la salle est est couverte. fermée. Voilà, la salle est On fermée. ne Vous reporte êtes- pas. Il y a même des toilettes où ils peuvent se changer et Voilà. puis rejoindre la salle. Donc, même s'il prenez pleut. vos imperméables, même s'il pleut, vous venez au Sénasa le 17G pour suivre ce panel-là du projet 1000 nouveaux bacheliers. Docteur Tiberi sera là, il va échanger avec vous, Bilgo également et d'autres panélistes. Merci beaucoup Merci et merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Allez, à demain.